De retour sur le plateau de TV5 Monde pour la 13e saison des 24 heures chrono de l'International. Nous arrivons en Malaisie, Kuala Lumpur, et c'est donc la deuxième ville de ces 24 heures, la troisième heure de direct, et nous sommes partis pour 24 heures. Alors, sur ce plateau, j'accueille notre ami Kamel Benloukil. Alors, Kamel, on vous connaît sur le plateau quand on parle de la Malaisie. Vous pouvez nous dire un mot, vous présenter ? Oui, bien sûr. Alors que donc, je suis Kamel Benloukil, responsable des investissements pour l'agence gouvernementale de la promotion des investissements pour la Malaisie et bureau de Paris. L'objectif étant de faciliter les sociétés françaises à aller s'implanter en Malaisie et à aller se développer également à travers toutes les régions que représente la Malaisie. Donc c'est l'outil malaisien pour nous attirer. Exactement, le One Stop Center. Parfait. Alors, Jacques, les Eurovici, je n'ai pas fait d'erreur, tout va bien. Donc, vous êtes consul honoraire de France à Kota Kinabalu, puisqu'on a parlé, la ville qu'on veut mettre en avant aujourd'hui, c'était Kuala Lumpur, mais c'est surtout la partie Sabah de la Malaisie. Alors, monsieur le consul. Donc, Jacques Les Eurovici, je suis consul honoraire à Kota Kinabalu, effectivement, et aussi représentant de la Chambre de commerce donc directeur au board de la Chambre de commerce. Je suis aussi hôtelier, donc ça peut-être que... Chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Non, je l'avais Et pas dit, voilà. celle-là. Donc le consul honoraire, c'est quoi? C'est un engagement citoyen bénévole lorsqu'on est à des milliers de kilomètres de sa patrie, mon cher Michel. On a beaucoup d'égards vis-à-vis de tendresse pour son pays, donc de ses compatriotes qui y vivent d'ailleurs, et du pays qui nous accueille. Voilà. Donc vous portez notre drapeau à l'autre bout de la planète. Tout à fait. Merci avec fierté. Beaucoup. Merci. Michel Le Guyarder. Donc vous êtes chambre de commerce et d'industrie franco-malaisienne. Voilà, c'est CCI France Malaisie. Donc je suis le représentant en France. C'est un petit peu original. Il n'y a pas beaucoup de chambres françaises à l'étranger qui ont un représentant en France. Oui. Donc je suis le représentant en France. Bon, du fait de mon ancienneté dans le réseau consulaire, j'ai 35 ans de réseau consulaire, donc plus les 10 ans de représentation de la CCI. Donc ça me fait un petit peu d'expérience. Vous savez de quoi on parle. Voilà. Et donc je parle de la Chambre. La Chambre, oui. Donc c'est une entreprise de droit privé, donc une association qui gère 300 membres donc de la communauté française, des entreprises françaises qui sont adhérents et aussi qui accueillent les 500 ou les 4500 éventuellement ressortissants français sur place de la Malaisie. Donc nous avons un certain nombre de services à disposition pour les entreprises françaises et pour tous les ressortissants, donc qui passent par les ressources humaines, l'appui, l'accompagnement des entreprises, et puis aussi ce qui est un peu notre originalité et notre force sur la Malaisie, ce sont les centres d'affaires. Nous avons 5 centres d'affaires, 3 sur Kuala Lumpur, 1 sur Johor et un autre sur Kota Kinabalu, qui accueillent pour 88 postes de travail. Donc, oui, d'accord. Ouais, donc c'est important. Donc, ce qui nous permet d'être un hub d'accueil pour les entreprises qui veulent s'installer en Asie du Sud-Est. Donc, la Malaisie est vraiment centrale, etc. Donc là, à ma gauche, j'ai l'outil malaisien et l'outil français qui travaillent ensemble. Exactement. On travaille beaucoup ensemble avec le Maïda et le Matrade. Très bien. Une très belle collaboration, je vais dire, depuis qui dure. On a signé un protocole d'accord entre les deux agences pour pouvoir être complémentaires sur les services proposés aux entreprises. Parfait. Alors, j'accueille bien évidemment un second chef d'entreprise, même si tout le monde est entrepreneur autour de cette table, Michel Aguilmour. Donc, vous êtes entrepreneur en Malaisie, mais vous avez fait beaucoup d'endroits en Malaisie et actuellement à Sabah. Exactement. Oui, Michel Guilmour, donc 50 ans d'Asie cette année. Bon, 10 ans pour la chimie, la pharmacie, pour le compte de Ron Poulenc en Indonésie, le reste sur la Malaisie, dont 30 ans en tant que chasseur de tête, et maintenant je vis chez les véritables coupeurs de tête. Donc, et depuis 10 ans, je suis dans l'intégration de software et de hardware pour l'industrie de l'huile de palme.
D'accord. Ah oui, le mot qu'il fallait pas dire. Voilà. Mais qu'il faut dire quand même. Oui, non, mais il y a quand même des activités importantes. Alors justement, pour parler un peu de l'implantation sur place, on a souvent parlé de Kuala Lumpur, mais justement sur Sabah, sur la partie, la région de Bornéo, la région de Sabah, comment ça se passe, mon cher Jacques? Donc on a effectivement la chambre de commerce avec laquelle on travaille, le MIDA avec qui nous travaillons en étroite collaboration. La communauté, c'est 300 personnes sur place. 200 Il y a 200 personnes qui vivent sur place en tant que Français. Il y a des gens qui ont monté leurs entreprises eux-mêmes. Il y a des jeunes pâtissiers comme Karel Soulard qui s'est installé et qui a monté sa boulangerie-pâtisserie. Donc il y a des gens qui aspirent à faire autre chose, de voir autre chose, de découvrir des nouvel environnement, culture. Une nouvelle important. culture. Mais justement, quelles sont les particularités de ce marché sur Sabah? Alors, la première économie à Sabah, effectivement, c'est l'huile de palme. La deuxième économie, c'est le oil and gas, donc tout ce qui est pétrole et gaz. Le troisième, c'est le tourisme. Donc le tourisme, il y a effectivement un énorme développement. Et le gouvernement pousse pour... Donc aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise français, si je suis dans le tourisme, il y a des choses à faire à Sabah. Pourquoi ? Non, je dis, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a des choses à développer à Sabah, justement, Jacques? Sabah et Sabah est dans toute la Malaisie, parce qu'en fait, l'hôtellerie, c'est un des secteurs porteurs. Tout à fait. Et donc, il y a tout l'équipement pour l'hôtellerie. Il y a éventuellement des hôtels à construire. Ouais. Et puis aussi, il y a tout le savoir-faire français en matière de management de l'hôtellerie, du tourisme. Oui, il y a une présence française historique très en Malaisie. Le plus récent investissement qui est fait par un groupe hôtelier français, qui est Club Med, qui va être localisé à Kuala Penyu, donc dans le sud de Kota Kinabalu, et ils viennent de signer un contrat. Là. Ouais. Donc, il faut savoir que le premier Club Med en Asie du Sud-Est, c'est en Malaisie. Ouais. Kamel, donc il y a des choses à faire et le gouvernement malaisien, dans ce cadre, peut nous accompagner? Tout à fait. C'est vrai que, comme je vous disais, le but est d'accompagner toute entreprise. Et là, la région de Sabah est l'une des régions cibles actuellement que le gouvernement souhaite mettre l'accent. On travaille aussi en étroite collaboration avec le CEDIA, qui est l'agence économique de la région, pour pouvoir identifier des opportunités niches, que ce soit, on parlait du secteur touristique, mais on voit qu'actuellement, il y a la marina qui a été développée à Kota Kinabalu, ouais. Et il y a une recherche de développement de l'écotourisme dans la région, à travers également, de par sa biodiversité, que ce soit animalière ou végétale. Il y a également énormément la région de Sabah, aujourd'hui, le gouvernement souhaite développer un centre d'excellence dans la recherche de plantes à travers leurs ressources naturelles dans la région. Donc tourisme, ressources naturelles, bien évidemment île de Palme, le gaz. Oui, si je résume, enfin, voilà. Comme c'est une forêt qui est quand même une des plus vieilles au monde. Oui, forcément. Je veux dire, vous avez, on peut démarrer l'économie de la connaissance. C'est aussi. Très bien. On va aller écouter Michel Lozard sur quelles idées reçues à chasser justement. Alors, les idées reçues, on a souvent tendance à considérer la Malaisie comme un pays, souvent c'est un pays jeune, on ne connaît pas. Alors souvent on va le comparer avec d'autres pays de la région, on va parler de l'Indonésie, de la Thaïlande, les Philippines. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la Malaisie aujourd'hui, c'est un pays qui est largement plus développé que les trois pays que je viens de mentionner, et qui se situe plus près de Singapour que des autres. Donc c'est un pays qui a eu peut-être quelque part un déficit d'image, et qu'il convient de rectifier. Merci, de retour sur le plateau. Alors mon cher Kamel, justement sur ces différences culturelles, qu'est-ce que vous auriez à nous dire dans un premier temps? Et après, j'irai voir les gens plus d'origine française, mais vous avez un retour justement qui est intéressant. Ouais, c'est vrai que en termes de différences culturelles, je ne vois... bien évidemment, c'est vrai que de par sa diversité déjà ethnique, locale, il y a énormément de différences, mais qui cohabitent bien ensemble. Je veux dire qu'il y a la communauté, il y a les Malais, les gens de la terre, il y a également une communauté hindoue et chinoise
qui sont les trois ethnies principales du pays et qui aujourd'hui arrivent à cohabiter ensemble et à travailler ensemble pour pouvoir développer des affaires ensemble et également vivre dans le quotidien ensemble. Avec le concept politique One Malaysia. Oui. Alors, Jacques, justement, on parle souvent du vivre ensemble dans certains pays qu'on ne citera pas. Là, ça vit ensemble. Ça vit très très bien ensemble. D'ailleurs, le Sabah est un bel exemple. Je pense un exemple pour le monde, où toutes les races, parce que vous avez à peu près 70 différentes ethnies, cultures, et qui se côtoient ensemble, qui vivent ensemble avec leurs différences, et qui s'acceptent toutes en étant dans leurs différences. Et vous savez que chaque religion défend et revendique la tolérance. En Malaisie, la tolérance est vraie. Elle existe, elle est au quotidien. Et les gens sont adorables. C'est inscrit dans la Constitution. Ouais. Mais vraiment, Sabah, c'est vraiment une gentillesse des gens. Un petit peu différent de la péninsule, on va dire. Mais vraiment, c'est le bienvenu. Et vous allez vraiment vous sentir bienvenu. Ça, c'est vraiment important. Et ça change complètement de nos idées reçues qu'on a vis-à-vis de la France et des gens qui regardent de l'extérieur. Alors, justement, 50 ans d'Asie, c'est votre retour. Vous avez fait beaucoup de pays. Votre retour face à cette spécificité malaisienne? Personnellement, c'est plus sur l'aspect économique, effectivement, que les 30 ans de chasse de tête, c'était pour aussi aider les sociétés françaises à s'implanter dans cette partie du monde, à leur trouver leurs partenaires. C'est comme ça que je suis devenu chasseur de tête par accident, comme M. Jourdain faisait de la prose. Et donc, sur ce retour, c'est tout simplement que si vous devez vous implanter en Asie et que vous voulez couvrir l'Asie, c'est pas Singapour parce que c'est trop cher, c'est pas Hong Kong parce que c'est trop cher, c'est pas la Chine parce que c'est que la Chine, c'est pas l'Indonésie parce que c'est que l'Indonésie, c'est pas la Thaïlande parce qu'on parle pas anglais, il reste plus que la Malaisie et les Philippines sont un petit peu encore juste excentrés. Voilà. Donc c'est une belle porte d'entrée pour l'Asie, pour le business. C'est la moins chère, Et la plus centrale, parce qu'on est à 6 heures de Pékin, on est à 2 heures de Hanoï ou de comment dirais-je, d'Ho Chi Minh Ville, on est à 2 heures des Philippines, 1h50 de Jakarta. Donc, on est vraiment centré, on est vraiment au centre. On est géographiquement au centre, mais je dirais qu'il n'y a pas que la géographie qui compte, il y a aussi l'accueil des Malaisiens. Enfin, voilà, je veux dire, exactement. On peut être au cœur du système, si on n'accueille personne, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Alors, être au centre, Kuala Lumpur n'y est pas. Kota Kinabalu y est. Ouais. Vraiment au centre. Oui, mais l'aéroport est à Là, on va avoir une bataille de région. Non, c'est la vérité. On est en plein c'est vrai. centre, on est en dessous de Hong Kong. Si on fait un cercle qui fait... on est à 2h30, 3h de Hong Kong, de Bangkok, de Kuala Lumpur, de Singapour, de Jakarta et de Bali. Mais ils nous ont enlevé le vol direct. Donc on ne peut plus aller... Mais donc il faut passer par Kuala Lumpur. Très bien. Alors, Donc le Sabah est la porte d'entrée pour l'Asie, pour les entreprises françaises. Oui, juste un mot, et puis après on passe à la pub. Si je peux me permettre, c'est aussi le deuxième aéroport international business de la Malaisie, Kota Kinabalu. Il faut le savoir. C'est le deuxième après Kuala Lumpur. Après Kuala Lumpur. Voilà. Une petite page de pub, on se retrouve juste après. Okay. Merci. As the principal investment promotion agency for Malaysia, MIDA has played an important role in industrial development of the country. We will continue to support foreign investors and facilitate their businesses to grow in Malaysia. Examples of French companies that are already operating in Malaysia include ST Microelectronics, Lafarge, Air Liquide, Monan, Technic FMC, as well as Decathlon. We look forward to continuously working with French investors
to capitalize on the opportunities that are present in Malaysia and also. La Malaisie est un environnement très attractif pour les investisseurs étrangers, en particulier les investisseurs français et francophones. C'est un pays qui, en soi, avec sa population de 32 millions d'habitants, 10 000 $ par habitant, est un marché intéressant. Mais surtout, c'est un pays qui donne accès à l'ensemble du marché de l'ASEAN, c'est 600 millions de personnes, avec un taux de croissance très élevé. S'implanter en Malaisie est relativement simple. Nous sommes dans un pays où les gens sont à la fois très agréables et en même temps très bien formés. C'est un pays qui est parfaitement prêt du point de vue technique, mais aussi du point de vue humain en termes de formation et de présence des ingénieurs pour l'industrie 4.0. Et nous avons des entreprises françaises dans tous ces secteurs-là, de ST Microelectronics à AXA, à Air Liquide, à Veolia. Il y a donc beaucoup de marchés, beaucoup d'opportunités ici qui sont intéressantes pour nos exportateurs comme pour nos investisseurs. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, n'oubliez pas bien évidemment de commenter, de réagir en direct via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, hashtag 24H chrono TV. Et je pense que nous avons nos amis de chez Air Liquide Business, donc Sébastien Giard et Clément Lix. Bonjour. Bonjour. Ah voilà, parfait, tout fonctionne. Alors, vous êtes basé bien évidemment en Malaisie, Air Liquide Business. Ça nous dit plein de choses et ça nous dit pas grand-chose. Donc, vous pouvez nous présenter Air Liquide Business en quelques secondes. Ah voilà, je vous ai en retour d'image, c'est parfait. Bonjour à tous. Alors, Air Liquide, c'est le leader mondial dans le domaine des gaz, des technologies et des services pour l'industrie et pour la santé. Et grâce à nos 65 000 collaborateurs dans plus de 80 pays, nous servons aujourd'hui plus de 3,5 millions de clients et de patients. Alors, Air Liquide en Malaisie, nous avons été l'un des pionniers puisque nous sommes installés dans le pays dès 1927. Nous avons grandi depuis et j'en veux pour preuve ce centre que nous vous présentons aujourd'hui, le Smart and Innovative Operations Center. Donc, je suis heureux de fêter avec vous aujourd'hui le premier anniversaire de ce centre, ici à Kuala Lumpur, en Malaisie. Ce centre qui nous permet à la fois le pilotage à distance et l'optimisation de la vingtaine d'usines que le groupe opère dans 8 pays d'une grande Asie du Sud-Est. Et également, on va pouvoir apporter le support et l'expertise technique à nos équipes sur site pour qu'ils puissent opérer dans les meilleures conditions. Alors, comment ça va se passer ? Eh bien, par exemple, les pilotes temps réel que vous voyez derrière nous vont opérer les usines 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec les mêmes capacités de contrôle que s'ils étaient sur site. Et donc, ils vont pouvoir s'assurer que l'on fournit en qualité et en quantité les molécules d'azote, d'oxygène ou d'hydrogène dont nos clients ont besoin. Des clients de grande taille, puisqu'il s'agit de raffineurs, de sidérurgistes ou d'électroniciens. Et également, on va avoir des équipes d'ingénieurs qui vont optimiser ces mêmes usines en s'appuyant à la fois sur les données que l'on utilise, que l'on collecte chaque seconde sur chacune de ces usines, mais également sur les meilleures pratiques que le groupe a pu accumuler depuis les décennies, puisque Air Liquide a été créé en 1902, des pratiques qui sont partagées grâce à un réseau mondial d'experts. Donc ce centre, c'est vraiment la tour de contrôle de nos opérations ici en Asie du Sud-Est. Très bien, on est dans l'esprit qu'on évoquait à l'instant, justement, de la Malaisie. Alors, je vais reprendre le propos de Sébastien Giard, tour de contrôle. Voilà, on est vraiment dans cette logique-là. Alors, je crois que c'est Clément qui va répondre à ma question, mais quelles sont les technologies, si vous pouvez rapidement nous explorer les technologies que vous avez déployées sur place? Donc en fait, Air Liquide a 400 usines dans le monde et collecte chaque jour 1 milliard de données. Et ici, dans ce centre, on exploite tous les jours depuis des mois de la maintenance prédictive pour trouver les problèmes avant qu'ils n'arrivent. On optimise la performance énergétique et économique de nos usines grâce à des algorithmes de big data. Et on a créé des jumeaux numériques de nos usines pour faire des simulations de scénarios, de demande et de production afin de servir au mieux nos clients. Par ailleurs, on a déployé sur nos sites de production en Malaisie et dans toute l'Asie du Sud-Est des applications tablettes qu'on a développées ici en Malaisie pour les rondes, les permis de travail. Il s'agit donc d'un travail collaboratif de déploiement avec nos sites de production, nos filiales et le développement fait en Malaisie.
Donc, si je rebondis ici sur le plateau, on a des personnels hautement qualifiés à recruter sur place, justement. Ah, sans problème. Sans problème. On n'a pas de problème de formation de base des collaborateurs sur place. C'était l'une des forces également du gouvernement de mettre l'accent sur et d'investir énormément sur les universités, la formation professionnelle, mais également, et là je rebondis sur la France également. Sachez qu'en France, on a l'association des Malaisiens, des étudiants malaisiens basés en France. Ils représentent 650 étudiants qui sont dans les top écoles d'ingénieurs. Top écoles en France et qui permettent aujourd'hui de donner l'opportunité à une société française qui souhaite recruter pour pouvoir prospecter en Malaisie. De le rencontrer en France. De le rencontrer en France, de le former au siège et qui par la suite de l'envoyer sur le terrain. Et d'avoir du personnel francophone. Très bien. Alors justement, Air Liquide, pourquoi vous avez choisi Kuala Lumpur, même si je crois qu'on a un peu compris? Alors, Air Liquide a décidé d'installer le centre SIO, Smart and Innovative Operations, ici à Kuala Lumpur pour plusieurs raisons. La première, tout d'abord, c'est sa position géographique, comme on le disait tout à l'heure. On est au cœur de l'Asie du Sud-Est, ce qui va nous permettre de rayonner facilement dans la zone, mais également, ça va permettre aux équipes dans les pays de nous rencontrer, de se rencontrer, pour partager leur retour d'expérience et leurs meilleures pratiques. Également, des infrastructures de qualité qui nous permettent de développer de manière fiable et pérenne tout le potentiel de nos technologies digitales sur lesquelles nous nous appuyons. Et enfin, des femmes et des hommes de haut niveau, c'est-à-dire des universités de premier rang pour recruter des nouveaux talents, mais également un écosystème de start-up en forte croissance avec qui on va pouvoir co-développer de nouvelles solutions digitales comme les tablettes, comme le disait Clément. Alors, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'en effet, Air Liquide, c'est quand même une des grandes entreprises françaises, mais il y a un gros tissu de TI, de PME pour intervenir sur place. Il y a un gros tissu. L'Air Liquide, c'est quand même le fleuron de la je crois que c'est la société la plus riche qui existe sur en France. Et donc, s'ils ont été se mettre en Malaisie, ça prouve le cas de la Malaisie, mais ils gardent encore le patron à Singapour. Mais tout ça, il y a un réseau local, justement, qui est intéressant, avec lequel on peut travailler. Et pour une PME française, on peut aller... Parce que bon, quand on regarde Air Liquide et que je suis dirigeant d'une PME française, ça peut me faire peur de me dire, oui, c'est assez facile pour Air Liquide. C'est aussi simple pour une PME française? Ce qui est intéressant, c'est le réseau français local, excusez-moi. C'est la CCI qui représente... On est là pour animer, en fait. Il y a plus de 300... CCI, les CCE, les conseillers du commerce extérieur. Exactement. Plus de 300 entreprises françaises implantées en Malaisie et qui n'arrêtent pas de grandir. On voit l'évolution des centres d'affaires qui grandit à travers la Chambre de commerce France-Malaisie. Donc on peut voir déjà il y a une collaboration, une dynamique collaborative intéressante. Oui, tout à fait. Donc, les grandes entreprises comme Air Liquide, ça représente 7% des entreprises françaises qui sont implantées là-bas et 83% de PME. Donc, il faut savoir aussi, on dénombre à peu près 500 entreprises françaises sur la Malaisie. Très bien. Alors, justement, quel est votre rapport, Air Liquide, avec l'écosystème local qu'on évoque à l'instant sur le plateau? On a la chance de collaborer avec des acteurs publics comme InvestKL, le MIDA, le MDEC, qui nous ont mis en contact avec les universités pour créer un pipeline de talents très bien formés, comme vous l'avez dit. On est en contact avec l'Université de Malaya, MMU, avec lesquels on fait des collaborations même de R&D. On a aussi donc une très forte collaboration avec l'association MASAF, que vous avez citée, et on a 5 talents dans nos équipes qui viennent de ce réseau. Par ailleurs, grâce à Magic et au MDEC, on est aussi en contact avec des startups, et on a donc des collaborations. Et cette démarche d'innovation ouverte, qui est vraiment au cœur de l'approche d'Air Liquide, elle se fait dans toutes les géographies. Donc ça a même été reconnu par le prix d'innovation franco-malaisienne de BPI France et de Platcom. Très bien. Alors Jacques, justement, vous vouliez rebondir. Effectivement, comme Air Liquide est une compagnie qui est mature, qui a fait ses preuves depuis 1927, je parle de l'hôtellerie parce qu'effectivement, je fais un petit parallèle là-dessus. On a aidé l'État de Sabah donc, avec toutes les universités qui existent, parce qu'il y a quand même 2 universités privées, il y a 15 collèges privés, 2 collèges publics, et puis bon, ça fait 31 centres d'éducation qui sont quand même performants aujourd'hui. Donc la plus grande université, c'est UMS, qui est à Sabah.
Donc, ils ont vraiment mis l'accent sur l'éducation. On les a aidés, nous, au niveau de l'hôtellerie. Et on a formé, on parle de formation et de mettre des jeunes en avant. C'est ce qu'on a fait depuis... ça fait 13 ans que je suis sur le sabbat. Donc, on a formé 6 000 personnes avec un programme qui était là-bas, plus 11 000. Donc, on a fait 17 000 formations pour les jeunes, pour donner à ces jeunes envie de travailler en hôtellerie, parce qu'on développe l'hôtellerie. Donc, je veux dire, je parlais de ce petit... Oui, très bien. Non, mais c'est important de voir aussi qu'il n'y a pas qu'un seul secteur. Pour donner cette dynamique, et là, cette espèce de triptyque qu'il y a entre la Chambre de commerce, le MIDA et les entreprises françaises, et là, on réussit vraiment très, très fort. Quelque chose de très Je veux dire que là, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des institutions qui sont en place, une Chambre de commerce qui est hyper dynamique. Et alors, ça marche très fort. C'est dynamique. Alors, justement, dernière question pour nos amis d'Air Liquide. Quelle est l'ambiance de travail sur place, puisqu'on parlait tout à l'heure de dynamique un peu interculturelle? Comment ça se passe sur place? Ouais, alors effectivement, l'équipe ici est jeune et dynamique. Avec plus de 40 personnes aujourd'hui, nous serons une soixantaine d'ici à la fin de l'année. La moyenne d'âge de 32 ans, ce qui évidemment est très jeune, et nous avons 8 nationalités représentées. Donc tout ça, ça va apporter une diversité qui va enrichir notre façon de travailler et la manière dont on va pouvoir apporter des solutions qui seront créatrices de valeur. Nos équipes aujourd'hui ont un vrai sentiment d'appartenance, une belle maturité et un engagement profond pour développer finalement ce qui n'était qu'un projet il y a un an et qui aujourd'hui est une réalité concrète et tangible qui va délivrer de la valeur pour nos clients, pour le groupe et pour nos collaborateurs. Un autre point important, c'est la collaboration. Ça va faire lien avec tout ce qu'on s'est dit avant. En effet, une transformation digitale réussie, c'est une transformation qui va s'appuyer sur les compétences et sur la mise en réseau de ces compétences. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec, d'un côté, les équipes de notre centre et de l'autre, celles des sites d'exploitation qui, encore une fois, ne se connaissaient pas il y a un an et qui aujourd'hui sont unis, engagés pour améliorer notre excellence opérationnelle et pour toujours mieux répondre aux exigences de nos clients. Merci beaucoup. Je vous propose une petite page de pub. Merci beaucoup à Air Liquide et bon anniversaire. À bientôt. I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. De retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'International, en direct pour Kuala Lumpur et plus particulièrement pour la région de Sabah. Alors, on a bien compris tout ce qui se passe sur place, comment ça fonctionne, le positionnement des grandes entreprises, des ETI et des PME. Alors, si je suis dirigeant français, que j'ai l'intention de m'implanter en Asie du Sud-Est, je pense que c'est plutôt pas mal d'être positionné à Sabah pour des raisons géographiques, en Malaisie et à Sabah pour des raisons géographiques. Comment ça se passe? J'ai envie de partir là-bas. Alors, quels seraient vos premiers conseils, mon cher Michel? Alors, le premier conseil, c'est probablement pas d'aller au Sabah directement, parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, 4 pôles. Oil and gas, l'industrie pétrolière. Si on est PME, on n'y est pas dedans. On n'est pas dedans. Si on est dans le CPO, le crude palm oil, j'en emmène à peu près 5 ou 6 déjà de PME là-bas. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire de plus dans le domaine en question. C'est bien rempli. C'est rempli. L'hospitalité, mon cher Jacques, s'en occupe. Et il ne reste plus que la dernière partie, c'est-à-dire le reste de l'économie. Les ONG sont très importantes.
Et là, si on est un chercheur, on a des opportunités pour partir sur place et de travailler avec des ONG. J'ai eu le plaisir d'aider un groupe d'ONG et de producteurs d'huile de palme à monter une association qui s'appelle Pongo Alliance, Palm Oil NGO, Pongo Alliance. Il ne faut pas oublier l'aéronautique parce que c'est notre premier poste d'exportation sur la Malaisie. Oui, et ils sont aussi très présents. C'est pour ça que je vous renvoie maintenant sur la Malaisie, sur le reste de la Malaisie. La Malaisie en général. Si vous voulez exporter, si vous voulez vous implanter, il faut commencer avant tout par Kuala Lumpur ou Penang. L'autre point que j'aimerais rebondir, c'est également sur Bornéo, également, c'est l'industrie, l'agrobusiness. Le halal, qui est une des industries pionnières également dans la région, où on a des parcs industriels dans tout ce qui est agroalimentaire. Et aujourd'hui, la région souhaite se diversifier vers d'autres secteurs. Le cosmétique halal également. On a des secteurs clés où le gouvernement a identifié dans les différentes régions. Et aujourd'hui, c'est vrai que la région de Sabah offre une multitude de secteurs. On parle de cosmétiques, on parle de la santé également, tout ce qui est pharmaceutique, équipements médicaux. Pharma, santé, agroalimentaire. Chimie également, aéronautique également. Et bien évidemment, d'un point de vue transversal, l'industrie 4.0. C'est très important. Le gouvernement a lancé fin octobre 2018 son plan national sur l'industrie 4.0 qui vont permettre également au secteur industriel de monter en gamme pour pouvoir répondre à la demande mondiale. Secteur automobile aussi est un secteur porteur. Alors, je suis un dirigeant français, je suis dans une de ces activités. La première chose à faire, mon cher Michel, si je veux m'implanter sur place. Écoutez, la CCI accueille toutes les entreprises françaises qui arrivent sur la Malaisie. On facilite. L'avantage, c'est qu'on a une base à Paris. Voilà, on a une base à Paris, en France. Moi, je sillonne toute la France pour rencontrer les entreprises qui ont un projet sur la Malaisie. Et donc, quand on les reçoit là-bas, on peut leur offrir un poste de travail, on peut leur offrir un bureau, mais aussi on va s'occuper du back-office, on va s'occuper du portage salarial, on va s'occuper de toute la gestion administrative, on va s'occuper des visas de travail, toute la partie toute cette partie-là, et éventuellement le coaching du VIE ou du commercial qui va venir pour démarrer l'activité. Et on va les aider dans un deuxième temps, puisque les gens qui viennent, en général, restent chez nous de façon temporaire. Ils vont rester un an maximum. Et ensuite, ils vont aller, s'ils se développent, ils vont aller trouver un bureau dans une des régions de la Malaisie. Et donc, on va les aider aussi dans cette phase-là. Dans cette phase de recherche. Voilà. Kamel, vous vouliez intervenir. Oui, alors effectivement, mais en amont, il y a également cette demande de licence. On y arrive. Et c'est là que le MIDA intervient également sur les facilitations. Sachez que le MIDA donne les licences pour pouvoir s'implanter localement. Ils évaluent le projet, donnent les incentives, donc les aides financières aux sociétés qui souhaitent s'implanter sur des secteurs clés que le gouvernement a déterminés par région. Et du coup, et également, on est là pour mettre en place, pour accompagner la société, pas seulement dans son implantation, mais également sur son post-investment. C'est-à-dire que l'objectif étant pour lui de se développer rapidement à travers son écosystème. Pas se faire un coup, bien évidemment, c'est que ça soit durable. Exactement, et ne pas le laisser une fois sur le terrain seul, et de l'accompagner à travers les différents acteurs. Qu'on a évoqué depuis le début de l'émission, il n'y a pas de problème, on a parlé de tout le monde. Tout à fait. Vous avez quelque chose à ajouter Oui, tout à fait. Je voudrais bien revenir sur des jeunes talents. On parle des jeunes talents, on parle dans les cosmétiques. Une jeune Guadeloupéenne qui s'appelle Jasmina Legros, qui est venue sur Kota Kinabalu pour voir un petit peu la biodiversité existante au niveau des forêts, l'agriculture et la Sky Power. Elle me disait que c'était incroyable la différence entre les fruits, les pépins, le café. Elle me dit c'est tellement riche parce qu'elle a trouvé une nouvelle cellule qu'elle voudrait exploiter. Et j'ai dit pourquoi pas venir sur Sabah pour pouvoir la produire et puis avoir des partenaires peut-être asiatiques aussi. Je veux dire pourquoi pas uniquement français, mais aussi des partenaires asiatiques pour pouvoir aider. Parce qu'en France, elle se fait un petit peu barrer, je le dis en deux mots, et ça peut donner un petit peu la voix
à des jeunes talents pour pouvoir un petit peu exploiter Oui, il y a leur une propre- possibilité d'innovation sur place. Oui, à fait. Michel. Oui, alors on parle de marché malaisien. Effectivement, là, tous les deux, vous êtes. Moi, je prône la Malaisie comme plateforme Pour le reste, de l'Asie. C'est très C'est la important. porte d'entrée. C'est très important. Donc, si vous avez le sabbat, je vous disais qu'il y avait quatre pôles, et donc relativement peu de choses pour les PME. Par contre, si vous devez rayonner sur le reste de l'Asie, il y a une excellente école, Kota Kinabalu International School. On a des hôpitaux absolument top. Alors, mon cher Michel, puisque vous allez nous quitter dans quelques instants, est-ce que vous auriez un conseil à donner à un dirigeant, une chose importante à ne pas oublier? Oui, alors donc, écoutez, il faut savoir que les Malaisiens pensent avec le cœur, et donc il faut savoir ça. Donc c'est une règle d'or quand on négocie avec les Malaisiens, et aussi il faut apprendre aussi à connaître les différentes cultures. C'est vrai qu'on négocie. On négocie pas forcément de la même façon avec un Malais, avec un Chinois ou avec un Indien. Donc, généralement, en Malaisie, on négocie plutôt avec les Chinois parce que ce sont les Chinois qui sont au centre des affaires. Alors, même question, mon cher Jacques. À Sabah, tout le monde fait les affaires ensemble, donc il n'y a pas de problème. La petite différence. Non, c'est un pays où on peut parler anglais, donc on peut se faire comprendre. Exactement. Il n'y a pas de problème. C'est une qualité de vie qui est exceptionnelle. C'est dans les 5 premiers pays où on peut prendre sa retraite avec tranquillité, on va dire. Donc, qui est recommandé. Ensuite, c'est un développement d'infrastructures et des connectivités. Donc, on peut se bouger n'importe où, n'importe comment. Merci beaucoup, mon cher Jacques. Messieurs, merci de nous avoir accompagnés sur cette première partie d'émission. Et pour notre part, on se retrouve juste après cette petite page de pub. Merci à vous, François. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour Kuala Lumpur, la Malaisie. Et j'accueille sur le plateau Alexandra Levaillant. Bonjour. Bonjour. Et Siem Jacques, bonjour. Bonjour. Alors, Alexandra, pour votre part, vous avez fort longtemps habité sur place. Cette année. Vous pouvez nous en dire quelques mots. Donc, j'ai vécu 7 ans en Malaisie. J'ai géré durant plusieurs années une franchise qui s'appelle lepetitjournal.com avant d'éditer un guide sur la Malaisie qui est dédié en fait aux expatriés francophones et anglophones. Voilà. Et puis j'ai aussi cofondé avec 2 autres Françaises un groupe de networking dédié aux femmes expatriées actives en Malaisie, c'est-à-dire qui sont professionnellement actives, j'entends. Très bien, merci. Siem Jacques, bonjour, bienvenue. Alors vous êtes présidente de l'association Ibu. Alors je vous avais promis de le dire, je vais le dire, c'est la première fois que je dis maman à quelqu'un sur un plateau, parce que ça veut dire maman, bien évidemment. Exactement. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, donc j'ai passé 4 ans à Kuala Lumpur. J'étais au départ directrice de filiale d'une société française dans le tourisme, et ensuite entrepreneur, et maintenant je suis présidente de Ibu, qui veut dire mère en malais.
Malais et qui est le plus large réseau de familles malaisiennes et expatriées et qui existe depuis une trentaine d'années. Donc l'idée, c'est d'accompagner justement les familles sur place. Exactement, c'est d'organiser des points de rencontre avec les parents. Donc c'est une formidable porte pour quand on arrive en Malaisie, qu'on veut rencontrer les Malaisiens, mais aussi d'autres nationalités, pas que les Français. Et il y a des cours pour les activités, il y a des activités pour enfants, des cours d'éveil, il y a aussi des conférences qui sont animées, il y a toutes sortes d'activités qui permettent aux parents de... Très bien, très bien. Alors, si vous deviez ajouter quelque chose, parce que vous avez regardé la première partie de l'émission, justement sur la partie vie quotidienne, interculturelle, vous ajouteriez quoi, ma chère Alexandra ? La Malaisie reste une expatriation facile, je pense, facile en termes d'intégration, facile parce qu'il n'y a pas une vraie barrière de la langue, c'est un pays anglophone, et puis où il y a une qualité de vie qui est quand même... Assez extraordinaire. Assez extraordinaire. Je cherchais mes mots, effectivement. Voilà, je ne sais pas ce qu'en pense Siem. Oui, et la diversité, c'est incroyable. C'est le charme de la Malaisie, cette multiculturalité. Et il y a une excellente école française, il y a un lycée français qui porte le nom de M. Henri Fauconnier, qui a été prix Goncourt 1930, et qui est l'homme qui a amené le palmier à huile en Malaisie. D'accord. Alors, justement, on en vient à parler de formation. Je suis expatrié avec ma famille sur place. Comment ça se passe ? On a des niveaux de formation de bon niveau, on a vu, mais comment ça se passe ? On a donc un lycée français. Comment ça se passe autrement, si je ne suis pas en proximité du lycée français ? Oui, on a la chance d'avoir beaucoup d'écoles internationales avec un niveau assez élevé. En fait, la Malaisie fonctionne sur un système d'enseignement privé, c'est-à-dire que les écoles malaisiennes ne sont pas accessibles aux expatriés. Elles le sont aujourd'hui sous certaines conditions pour des gens qui vont être mariés à un Malaisien ou une Malaisienne, mais vraiment sous des conditions très particulières. Donc, la scolarité se fait de facto que dans des encadrements privés. De très haut niveau. De très haut niveau, avec des curriculums australiens, britanniques, américains. Il y a une conception de l'éducation qui est complètement différente de ce qu'on peut connaître en France. Déjà, les journées de cours sont beaucoup plus restreintes. Il y a beaucoup d'activités sportives. Il y a une approche, en tout cas, pédagogique différente. Pédagogique différente, oui. Anglo-saxonne, exactement. Anglo-saxonne. Et alors, oui, mon cher peut-être d'un point de vue français, je sais qu'il y a une association également pour les femmes françaises. Oui, l'association francophone de Malaisie. Qui permettent d'accompagner également les femmes dans leur intégration locale et de se réunir également pour pouvoir apprendre davantage sur la culture locale, mais également sur tout ce qu'il y a possibilité de faire ensemble avec la communauté française et autres. Les francophones, c'est vrai. Oui, très bien. Alors, puisqu'on est là pour aborder justement cette vie quotidienne, il y a un dossier qui est important dès qu'on est en expatriation, c'est quand même la santé. Alors, sur place, on a manifestement des hôpitaux de bonne qualité, mon cher Michel. Ah, tout à fait. Moi, j'en ai fait plusieurs à Penang, plusieurs à Kuching, plusieurs à Johor et plusieurs à Kota Kinabalu. Effectivement, la santé est top. Il n'y a absolument rien à dire sur le sujet et c'est très facile. Et tout se passe bien. Et c'est plus rapide qu'en France. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'accoucher en Malaisie et je pense que j'ai été... vraiment pour le deuxième, conditions... vous repartez en expatriation. J'y méditerai, je suis enceinte une seconde fois. Mais ce sont des conditions privilégiées sur tous les niveaux. Grande qualité de soins. Et c'est les hôpitaux privés encore. Et alors, on oublie une catégorie de gens qui sont très bien accueillis en Malaisie. On vient de parler des jeunes qui peuvent s'y expatrier, on vient de parler des PME qui peuvent s'implanter. On oublie que les retraités peuvent partir là-bas et ne pas payer d'impôts. Et rien que la différence entre les deux, vous pouvez vivre. Bon, là, on va éviter ce débat pour le national, ça sera plus facile. Alors, vous êtes très heureux qu'on parle de votre pays dans ces conditions, mon cher Kamel. Ah, mais tout à fait. Mais c'est comme je vous disais, c'est la diversité qui prône, qui prône le vivre ensemble. D'accord. Alors, sur Kuala Lumpur, on va essayer de recentrer sur la partie logement. Comment ça se passe, les coûts de vie,
C'est un peu comme tout en Malaisie. Il y a une échelle qui va de 0 à 100 plus. Il y a une facilité quand même d'accès au logement, des prix au niveau du marché qui peuvent varier sous plein de conditions. C'est-à-dire que parfois vous allez avoir des sociétés qui vont envoyer en masse des expatriés. Ça va faire augmenter très rapidement les prix dans un quartier. Ensuite, aujourd'hui, le choix du quartier, il est lié un peu à votre situation familiale. Si vous avez un enfant qui va être scolarisé au LFKL... C'est toujours les mêmes approches. Voilà, à l'école faut cartographier en fonction des écoles. Comme ça va toujours. être plus Monkiaras, Frère Tamas, voire Damansara Bangsar. Merci beaucoup. Si vous aviez un dernier conseil, parce que malheureusement mon horloge tourne, ce serait lequel, ma chère Siem? Je dirais venir à la rencontre des Malaisiens, les rencontrer, prendre le temps et échanger. Vivre avec eux. Oui, et ne pas rester dans sa communauté francophone. S'ouvrir. Exactement. Alexandra? J'aurais dit exactement la même chose. La Malaisie se découvre au travers des Malaisiens. Michel, en un mot? J'ai pas grand-chose à rajouter, il faut y aller parce que c'est le meilleur endroit. Il faut y aller. Et je vais laisser le mot de conclusion à notre Malaisien du plateau. Écoutez, je dirais que la Malaisie, c'est vrai que c'est ouvert. On parle de hub, mais c'est également ouvert à tout le monde. Et c'est pas qu'un hub de business. Tout à fait. C'est une terre d'accueil également touristique pour toute personne qui souhaite le découvrir. Merci beaucoup. Pour notre part, on se retrouve dans quelques instants. Destination Budapest, bien évidemment, en Hongrie. Et bien évidemment, jusqu'à demain soir. Merci.